cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 28 avril 2025, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est le monde en 52 minutes. Le tout dernier numéro de ce mois d'avril, Rwanda-RDC sous l'égide des États-Unis, un accord de principe signé FMI. L'institution parle d'une reprise interrompue pour la croissance en Afrique subsaharienne pour l'année 2025 et nous allons terminer par les États-Unis. Un accord commercial avec Pékin. Donald Trump a évoqué une possibilité. Pour en parler, je reçois cet après-midi Joël Ataï-Guédégbé. Il est expert en gouvernance. Bonsoir Joël. Bonsoir Tatiana. Ça fait un moment, hein? Oui, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs. Voilà. Là, nous démarrons par la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Un accord de principe signé. Conflit à l'est de la République démocratique du Congo avec le Rwanda. Les États-Unis prennent les choses en main. Ah ben, il faut le croire, c'est le grand parrain qui débarque. Et si c'est avec l'assentiment des belligérants, tant mieux. Cet accord est loin de satisfaire, mais il est toujours bon à prendre. Tellement on a espéré une alchimie. Évidemment, il ne va pas au fond des choses, il n'y a encore rien de concret. Mais si le peu ou si ce qui a été annoncé pouvait commencer à se mettre en marche, gageons que pour le reste, les parties prenantes commencent aussi par y mettre un peu plus de bonne volonté pour le bien-être des populations congolaises et rwandaises qui sont meurtries par ces conflits, par cette violence à nul autre pareil. Le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, n'a pas manqué de stigmatiser les silences de cet accord-là sur le ressenti des populations sur les affres dont elles sont l'objet. Et c'est ce qui devrait être important, mais on constate quand même qu'on parle beaucoup plus de business, qu'on se donne des garanties. Le président congolais n'a pas manqué de faire des appels du pied à la partie américaine pour l'aider, en contrepartie de quoi on lui concéderait l'accès aux terres rares, aux mines congolaises. Bon, si c'est le prix à payer, si ça permet d'avoir un certain répit, chicha alors. L'Angola s'est déjà retiré des négociations. Manifestement, elle n'avait pas les moyens de faire entendre raison aux uns aux autres, d'apporter quelque chose. Si c'est que la partie américaine est capable d'apporter sa force, ses moyens financiers, bon, attendons de voir si c'est la meilleure des choses. Ce qui est évident, c'est que les belligérants finissent toujours par se retrouver autour d'une table. Alors, parlons justement de se retrouver autour d'une table. Pourquoi maintenant? Quelle est la partie non dite de cette médiation américaine, selon vous? Non, ce qui est non dit, c'est que les Américains détiennent quand même des moyens de pression importants, à commencer par le Rwanda, qui ne tient pas à grand-chose sans les États-Unis, sans la complicité passive des Occidentaux en gros. Donc peut-être qu'un rappel à l'ordre a été fait, et en dehors des caméras bien entendu, ou alors que simplement M. Kagame et les siens ont compris que la récréation menaçait de prendre fin, et très brutalement, connaissant le style de M. Trump depuis qu'il est revenu. Et peut-être qu'il a anticipé à la faveur de la prémédiation de ce que les Émirats arabes unis avaient déjà commencé à faire en faisant se rencontrer M. Kagame et M. Tshisekedi pendant qu'on les attendait à Luanda. À Luanda. Voyez-vous. Donc, les Émirats arabes unis se félicitent d'ailleurs de l'avancée intervenue avec les Américains. Peut-être que c'est un partage des rôles. Notons
les moyens, la puissance financière de ces deux médiateurs et les intérêts qu'ils ont sur place. Voilà. Et donc, si c'est les intérêts qui guident le monde et si les belligérants aussi le comprennent comme ça, bon, gageons que les populations ne soient pas le dindon de la farce. Alors justement, ma question c'est de savoir, vous avez parlé du Qatar, ce n'est pas les Émirats Arabes Unis, c'est le Qatar partant. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais alors dites-nous un peu, Joël, est-ce que les États-Unis seraient-ils partie intégrante de ce processus de paix? Ils pourraient l'être s'ils y voient un intérêt substantiel. Et pour tout le monde, c'est d'abord la guerre Chine-USA. Et pour M. Trump, à l'évidence, et au vu de la géostratégie, avec les routes commerciales, le canal de Panama, le contrôle du Groenland et autres là, et a priori, c'est ça le conflit majeur qui doit pouvoir occuper les États-Unis, déterminer même la croissance ou les nouvelles impulsions de leur économie, parce que les États-Unis ont toujours besoin de se fabriquer un ennemi pour booster. Bon, c'est dans leur c'est leur ADN, hein? Et oui, et ça surdétermine la motivation des industriels de tout le peuple américain, et sans parler de ce slogan Make America Great Again. Donc, c'est pas le Rwanda, c'est pas la RDC qui, du coup, vont donner aux États-Unis cette puissance-là. Mais si ça s'inscrit en filigrane ou quelque part en bonne place dans leur stratégie de repositionnement, de reconquête du monde, ils ne diront pas non. Et la preuve, ils s'en sont pas privés. Moi, je n'attendais pas les Américains de sitôt. Les appels du pied de M. Tshisekedi étaient pathétiques. Ça ne se fait pas comme ça, a priori. Et pourtant, il a été entendu, la balle a été vite saisie par les Américains, et donc probablement parce qu'ils trouvent un intérêt immédiat à se positionner là, plutôt que de... Ils auraient pu laisser pourrir le conflit. Les Occidentaux, à commencer par les Belges, ont commencé par se faire jeter. Et donc, ça veut dire qu'ils ont plus d'atouts que les uns et les autres pour mettre pied ou remettre pied voilà, en Afrique centrale, notamment à partir de la RDC. Alors justement, l'un des points essentiels retenus dans cet accord, on parle de la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Nous savons tous que le Congo démocratique, c'est un point très sensible au niveau du Congo démocratique, mais alors, croyez-vous que le Rwanda respectera cela à la longue? On parle quand même du Rwanda. Il va falloir qu'on l'oblige, qu'on l'amène à s'en tenir à ça. Est-ce qu'on oblige le Rwanda à faire quelque chose? Ça dépend de qui le veut sérieusement. Si c'est les Américains qui s'y décident, après avoir longtemps parrainé le régime rwandais, oui, on peut penser que le maître pourra faire entendre raison à l'élève, à moins qu'il devienne vraiment ingérable. Et le Rwanda, pour sa survie économique, et pour, disons, la politique du fait accompli, va devoir accepter peu ou prou ce que lui indiquent les Américains. Et même si on peut critiquer cet accord sur d'autres plans, ce rappel de l'intangibilité des frontières est quand même bon à prendre a priori, mais il faut des aménagements pour que la question des réfugiés, des forces paramilitaires qui se trouvent de part et d'autre soit résolue. Il ne sert à rien de dire que les frontières sont intangibles pendant que ça circule autour en termes de nuisances. Donc, le plus important, ça va au-delà de la réaffirmation de ce principe-là des relations internationales, mais c'est de veiller, de travailler concrètement à désarmer de part et d'autre et à relancer la prospérité, les conditions en tout cas pour un minimum de bien-être des populations de part et d'autre. Et pour ceux qui investissent, a priori, ça devrait être rentable. Il y a presque toutes les garanties de solvabilité de ce côté-là. Alors pourquoi ce conflit congolais attire tant de médiation? Ça exige même, je dirais, tant de médiation. Nous avons la médiation de Doha au Qatar. Nous avons les Américains qui sont déjà en train d'entrer en scène également. Nous avons la médiation, Lomé qui est également en train d'entrer en scène. Entre-temps, nous avons eu le Kenya, nous avons eu
l'Angola. Pourquoi tant de... Non, nul ne pouvait rester indifférent. La preuve, nous en parlons. Et c'est quand même un conflit majeur qui pourrit la vie aux populations comme... qui n'a jamais connu une fin, hein, parce qui qu'on n'a s'est jamais dit connu avec une fin. Laurent Désiré Kabila qui est venu au pouvoir, on allait connaître une certaine accalmie au niveau du Congo démocratique. Même Le au temps, fils est même au temps de la venu. superbe de Mobutu, Voilà. du Zaïre, Ouais. c'était pas un pays tranquille. Hein, Ouais, ouais. voilà. C'est les ressources minières qui attisent un peu tout ça. Parce qu'il y a là de quoi payer le financement assurer guerre. le financement de la guerre. Et les gens étaient facilement instrumentalisés en ce sens. La taille de ce pays aussi donnait des idées aux uns aux autres de se dire, mais oui, on pourrait le dépecer en partie, que ça ne lui ferait pas autrement mal. Ce serait même une manière de soulager le gouvernement central. Bon, donc, beaucoup ne se sont pas privés d'aller se servir parce que les gouvernements au pouvoir à Kinshasa d'ailleurs n'avaient pas la bonne approche des choses. Et la territorialité ou bien la maîtrise du territoire, qui est quand même une condition fondamentale de l'existence d'un État, était loin d'être acquise. Et l'effectivité de l'État, pour tout dire, était limitée, est restée limitée depuis l'indépendance, depuis 1960, depuis juin 60. Et je ne sais d'ailleurs pas par quelle alchimie d'aucuns parlaient d'un mode de gouvernement, enfin d'un mode d'organisation par confédération pour reconnaître les identités locales. Mais est-ce que c'est la solution? La RDC souffre d'être aussi peut-être un pays non seulement d'être ce scandale géologique comme on l'appelle, mais d'avoir un accès limité à la mer et bon, de faire que beaucoup de choses se passent en vase clos. Mais c'est le déficit de gouvernance qui rend un peu possible tout ça avec la cupidité et la complicité des puissances étrangères. Aujourd'hui, les médiations ont été des actes de bonne volonté par endroit. L'Union africaine, par devoir, et se devait de le faire, les communautés économiques régionales. La SADC également, la CEAC. Voilà, ont tenté avec leurs moyens. Mais comme oui, mais est-ce que vous croyez que Fort Gnassingbé pourra réussir là où Joao Lorenzo a échoué? En partie. Le Togo a deux atouts en la matière. Le Togo a une histoire. Oui, a une espèce de tradition des médiations. Et contrairement aux communautés auxquelles la RDC et le Rwanda appartenaient, et voilà, le Togo n'est pas une partie prenante immédiate. Et peut-être que la distance fait que vous avez peut-être l'oreille des uns et des autres. Mais le Togo n'a pas les moyens économiques de Doha ou de Washington n'a pas cette carotte-là, encore moins ce bâton. Le Togo n'a que sa bonne volonté. Et s'il peut aider à mettre le dossier en état, oui, parce que l'Union africaine ne peut pas se priver, ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe. Et il était de bon ton de missionner quelqu'un, de missionner un État. Qu'est-ce que ça va donner? Peut-être que ça va aider à dépouiller un tant soit peu le dossier, qui est quand même très complexe, hein, il faut l'avouer. Il y a eu cette signature, hein, il y a eu cette déclaration, mais les différents acteurs et observateurs très pointus de la situation politico de la République démocratique du Congo restent quand même entre espoir et méfiance. Pourquoi? Oui, la méfiance même est prédominante parce que, bon, en général, la RDC n'a jamais été à grande fête en matière de stabilité, de tranquillité. Pratiquement le seul exploit de ce côté, c'est la transition qui a permis pour la première fois d'avoir un président, d'avoir une alternance démocratique entre M. Kabila et Joseph. Et Félix Tshisekedi. Alors, Étienne, c'est le père. Chilombo. Chilombo, voilà, qui est actuellement en fonction. Et il a même du mal à finir son second mandat, pour pas dire à le démarrer. On se demande bien s'il ne sera pas... Quand on entend un de ses contenteurs, M. Nanga, dire qu'en réalité, il n'a été qu'un usurpateur avec sa complicité, ça montre la complexité, ça montre vraiment que les acteurs sont loin de pouvoir élever le niveau du jeu. Les alliances sont tellement fragiles, factices, reposent sur si peu que
la durabilité, la stabilité ne peuvent pas être à l'ordre du jour. Tout est changeant, tout est renversant, y compris à partir, sinon surtout de l'extérieur. On se demande finalement où est la volonté propre des acteurs congolais eux-mêmes. Alors justement, la question c'est de savoir aujourd'hui le président américain Donald Trump qu'on présente comme étant un faiseur de roi, surtout de paix également. Est-ce qu'il pourra conduire ce processus à bon port? Je constate qu'il a Israël et la Palestine d'un côté, l'Ukraine, la Russie de l'autre. S'il veut rester le succès, pourquoi pas. Et ce sera conforme au slogan Make America Great Again au plan des relations internationales, avec en prime ou bien en contrepoint la guerre commerciale sans merci avec la Chine. Voilà. C'est surtout 2 années où il serait intéressant d'observer la manière dont la puissance américaine se déploie ou bien se repositionne dans le monde. Oui, est-ce qu'ils ne sont pas en train de renifler partout où il y a des minerais là? En tout cas, oui, les minerais vont avec cette volonté. En dehors de la Palestine et d'Israël, où là l'engagement est symbolique. Partout, il faut rentabiliser l'engagement. Ils sont prêts à le faire. Eh bien, oui. Alors, pour sortir de ce sujet congolais, on tient les comptes, hein? Voilà, alors une paix durable entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est du leurre, selon Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Oui, le docteur Mukwege est au contact des souffrances de ces populations. Je crois qu'il a été rendu célèbre pour tout ce qu'il a fait en termes de réparation des mutilations génitales et autres là. Et c'est un témoignage poignant, c'est une voix autorisée pour faire remonter quand même la voix, le ressenti de ceux qu'on n'entend jamais, qu'on invite à aucune table de discussion. Au Libéria, malgré tout, les populations, les femmes ont pu être partie prenante du processus de pacification. En RDC, on en est absolument loin. Ça se passe en termes de superpuissance, d'intérêts miniers, d'industrie. On parle d'industrie de raffinement, de minerais complexes par le Rwanda. Alors, si on se spécialise dans l'économie de pillage du voisin, avec la bénédiction des puissances occidentales, l'Union européenne même... Qui viennent jouer aux sapeurs-pompiers en ce moment. Hein. Ma foi, il est temps que Rwandais et Congolais retrouvent l'essentiel. Mais est-ce qu'ils vont vraiment retrouver cet essentiel? C'est le comble, c'est le comble. C'est une ironie, mais c'est plutôt tragique que les victimes en soient là à faire la volonté de leur maître, de ceux qui ne veulent pas sérieusement leur bien. Au fond, si on pouvait exterminer les populations, je crois que certains n'ont pas manqué de ce rêve, je ne veux pas être complotiste, mais quand c'était Ebola et autres là qui sévissaient, il n'y avait pas tant... Voilà, il n'y avait pas tant d'attention pour la RDC. Donc, ce n'est pas les populations qui intéressent, c'est le sous-sol, malheureusement. Là, nous nous rendons du côté du FMI. L'institution parle d'une reprise interrompue pour la croissance en Afrique pour l'année 2025. La partie subsaharienne du continent africain, de nouveau sous l'œil du FMI. Est-ce qu'elle a jamais cessé d'être sous les fourches codines du FMI? Vous voulez dire que c'est l'enfant malade? Oui, parce que tout le monde y va, repart, même après des dénégations. On a vu le président Nana Akufo se vanter de pouvoir faire évoluer le Ghana sans le FMI et retourner la queue entre les pattes pour négocier des accords. Et tout ça a été payé chèrement par son vice-président lors de la dernière présidentielle au Ghana. Donc le FMI est plus que présent et les Africains ne se sont pas suffisamment organisés pour s'en passer ou pour limiter son influence sur la conduite. Oui, mais est-ce que le jeu n'est pas fait tel que nul ne puisse s'en passer? C'est ainsi fait, c'est conçu. Et comme ça, c'est un ordre mondial qui a été pensé ainsi. Et on parle tout a été créé, mis en place à Bretton Woods, justement. Et donc, nous, on n'y était pas. Et même si on y avait été, est-ce qu'on aurait pu avoir voix au chapitre à l'époque où se mettaient en place les institutions qui gouvernent actuellement le monde, en dehors du bris de quelques autres tentatives?
mais tout a été pensé et fait sans nous et continue de l'être. Et par notre comportement, par notre insouciance, notre irresponsabilité, nous ne faisons que cautionner ça à partir des années 80 et sous la pression des prêts qu'on n'arrivait pas à des intérêts même des prêts, c'est même pas le principal, qu'on n'arrivait plus à rembourser. Donc sous ce marasme, ou à partir de ce marasme économique, les uns et les autres se sont rendus pieds et poings liés et pour subir davantage les injonctions, l'ingérence, finalement la domination de l'ordre et penser là-bas. Et en termes idéologiques, ce n'est plus seulement un ordre libéral, c'est un ordre néolibéral et qui démantèle tout. C'est la dérégulation, et donc nos États n'ont quasiment pas de réglementation pour faire asseoir leur souveraineté. Et on a vendu presque tout ce qui était vendable, soi-disant pour équilibrer les comptes, et on n'y est toujours pas. Et chaque année, presque tout le temps, c'est des accords de refinancement, donc c'est de l'argent qu'on nous prête, c'est des garanties qu'on prétend nous donner sur le marché international pour avoir quelques autres miettes de prêts. Le président Talon, au cours d'un forum à Dakar, avait dénoncé plus ou moins cette manière de faire ce mécanisme-là, les directrices du FMI et de la Banque mondiale. Mais bon, c'était presque une voix dans le désert. C'est un ordre dominant. Et il faut le comprendre. Si le Ghana n'a pas pu y échapper malgré sa volonté, pourtant c'était même pas un régime révolutionnaire. Nana Akufo et le NPP, c'est des libéraux qui ont caressé le rêve, et peut-être dans la continuité de Nkrumah, ce rêve national de pouvoir se passer du FMI, mais ils n'ont pas réussi. Alors, comment comprendre que malgré tous les chocs que cette partie du monde a connus, on a fini par tenir bon, malgré tout ce qui a pu se passer. Mais alors, comment comprendre que nous avons, selon le FMI, des jours incertains devant nous et que nous serons à nouveau affectés? Des jours incertains nous attendent parce que tout se détermine de là-bas, de très loin de nous. On n'a pas voix au chapitre. Et donc, nous allons boire le calice jusqu'à la lie. C'est d'ailleurs assez compliqué, l'Afrique n'existe que pour 3%. Oui, mais lors de la pandémie du Covid-19, on était sûr que l'Afrique allait payer le lourd tribut, mais ça a été le contraire. Oui, on attendait que l'Afrique fût décimée. Dieu merci. La résilience africaine, je veux croire, le soleil, la vitamine D accumulée sous la mélanine, nous ont aidé quelque peu à survivre. Et voilà. Mais au-delà de ça, nous n'avons pas du tout les cartes en main. Nous transformons très peu ce que nous produisons. Nous ne fixons pas les prix de ce que nous produisons. Et au niveau de nos monnaies, je ne vais pas le répéter, nous dépendons encore plus de tout, que ce soit le franc CFA, que ce soit les autres monnaies, les autres économies dollarisées. Il suffit que, au niveau de la Réserve fédérale, au niveau des États-Unis, de la Banque fédérale et autres, là, on mette le curseur quelque part pour que tout le reste du monde périclite, encore plus nous qui sommes des économies fragiles. Et pendant que les aides sont en train de nous être coupées en plus, pendant que les règles du commerce international telles qu'édictées sont très loin d'être respectées, et on prétend que nous serions membres d'une communauté internationale, mais nos voix ne comptent pas. Nous sommes associés à quasiment rien. Et selon les intérêts du monde, donc on peut hausser les taux d'intérêt, les faire baisser. La plupart de nos prêts sont en dollars, donc nos dettes sont en dollars. Et si le dollar monte, voilà, les matières premières aussi coûtent très cher. Et certains pays peuvent s'en tirer, mais comme elles ne les transforment pas. Alors, mais justement, à ce niveau, certains pointent un doigt accusateur vers les États-Unis par rapport à leur nouvelle politique tarifaire qui a commencé il n'y a pas longtemps. Absolument. Ça perturbe complètement le commerce mondial, les prévisions. J'ai lu quelque part, c'est symbolique en soi, sans faire de publicité à un grand groupe qui fait de la livraison. On a parlé d'un grand bateau qui a dû rebrousser chemin parce que les données ont changé au niveau des tarifs et autres. Là, vous voyez la perturbation rien qu'à ce niveau-là.
et dans beaucoup de secteurs. Donc, on ne peut plus rien planifier. Là où on aurait voulu faire des investissements et dont on a calculé la rentabilité sur un certain nombre d'années, mais c'est directement remis en cause par cette décision-là qui ne nous consulte pas. Et ça dénote, ça montre vraiment la fragilité, la dépendance des pays africains. Je disais que nous sommes à peine à 3% présents dans les échanges mondiaux. Mais si vous ne pesez que si peu, ça peut se passer aussi sans vous. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Le BRICS, les pays du BRICS tentent de mettre en place un ordre alternatif. Mais vous voyez bien qu'ils en sont encore loin. Très loin d'ailleurs. Pourtant, c'est la tentative la plus aboutie, au-delà même de l'Afrique. Et qui de l'Afrique y est? Il n'y a que l'Afrique du Sud. Et donc le reste de l'Afrique est vraiment est un enfant né dans le système des relations économiques internationales. Alors justement aujourd'hui, est-ce que le FMI n'a pas tort d'anticiper, parce qu'en octobre 2024, il avait déjà parlé que la croissance serait à 4,2% pour l'année 2025 à l'Afrique subsaharienne? Oui et non, parce qu'on l'accuserait également de n'avoir pas averti. Ouais. Maintenant, quels sont les scénarios de rechange pour nos pays? On en a très peu. On a la résilience probablement, mais stratégiquement, structurellement, ce qui reste à l'Afrique, c'est quand même de poursuivre le chantier de l'intégration économique et même de la CAF. Là, voilà. Donc, la zone de libre-échange. Il faut se prendre au sérieux et être appliqué dans ce que nous avons résolu de faire un peu rationnellement pour exister dans le monde. Si nous améliorons les échanges entre nous, il est vrai que les pays africains ont très peu de choses à échanger entre eux. Nos économies sont extraverties, mais en se décidant à changer quelque peu de cap, oui, nous avons quelle chance de sauver un minimum, mais nous sommes tellement orientés, extravertis, que nous allons subir, parce que nous n'avons pas vu venir. Et il vaut mieux accepter ce que dit le FMI comme une bénédiction, comme une alerte à prendre au sérieux. C'est d'ailleurs injuste, complètement injuste, dans la mesure où parfois des efforts qui ont été faits par les pays africains sont remis en cause par ce type de manipulation de l'économie et du commerce. Alors, vous parlez de subir. Alors, justement, ma question, c'est de savoir, dans cette course-là, où les uns et les autres essayent de conclure des accords douaniers avec les États-Unis, où se trouve l'Afrique subsaharienne? Toujours en dépendance. Je l'ai dit, elle n'est pas en mesure de fixer les prix des matières premières. Donc, ce qu'elle a de mieux à vendre, elle n'en a même pas le contrôle. Bon, l'AGOA... Donc, elle est juste une vache à lait, quoi. Elle l'est fondamentalement. D'accord. L'AGOA, qui était un accord préférentiel imaginé par le Black Caucus américain et adopté par l'État fédéral américain pour favoriser les exportations africaines vers les États-Unis sans des droits de douane trop contraignants, sans des exigences rédhibitoires. Bon, voilà que c'est remis en cause. Et même avant d'avoir été remis en cause, il n'a jamais été exploité à bon escient par un nombre de pays africains. Donc nous avons eu parfois la chance, on a eu des opportunités de ce type-là. Et voilà que la fin de la récréation est sifflée. Et même le Millennium Challenge Corporation est remis en cause. Vous voyez, au Bénin, toute proportion gardée, et pendant que nous avions eu deux compacts du MCA, on a même pu mordre sur le Millennium Challenge contre du Niger avec 83 km d'autoroute entre Boycon et Dassa. Et ça n'a déjà pas été réalisé nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Donc il faut se réorganiser. Voilà un exemple pour dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'extérieur. Il faut s'attendre aux accidents, aux remises en cause. C'est vrai, c'est surprenant, c'est désobligeant. C'est ça. Mais est-ce qu'il faut passer son temps à pleurer? Mais non. Alors, pour ne pas passer son temps à pleurer, comment certains aléas économiques pourraient pénaliser les pays producteurs de pétrole comme l'Angola et le Gabon, au dire du FMI? Les producteurs de pétrole, malheureusement, sont toujours... malgré leur richesse prodigieuse, ils sont aussi dépendants des besoins de l'économie mondiale.
lorsqu'il y a des conflits importants, et lorsqu'il y a la guerre, que les routes du commerce international sont menacées, les prix peuvent flamber avantageusement pour ces pays-là, à condition qu'ils n'aient pas, qu'ils ne soient pas compromis au niveau de la dette. Si, comme des pays comme le Congo, Brazzaville, le Gabon, l'Angola, le Gabon, voilà, la plupart de ces pays-là, vous avez gagé vos puits de pétrole, vos ressources, vos réserves, contre des armes ou je ne sais quoi, ouais. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous assisterez à une flambée des prix sans pouvoir en bénéficier. Et donc, il faut revenir à une gouvernance plus exigeante et lutter davantage contre la corruption, responsabiliser encore plus les élites au pouvoir et qu'elles se convaincre de devoir rendre compte à leur population, de penser au bien-être de leur population plutôt que de plaire aux plus puissants du monde ou de penser être leurs égaux, et d'aller placer tous ces capitaux ailleurs, comme les pays du Golfe le font généralement. Mais eux, ils ont atteint un minimum. Et nous, on en est loin. Le Qatar, quand on voit ce qu'ils ont fait de leurs ressources, pourquoi presque aucun pays africain n'en prend la direction ou n'en tire exemple. Et les moyens de s'en sortir existent quand même, mais ça dépend de la volonté, ça dépend du leadership. Donc la qualité du leadership dans nos pays reste en cause. Alors justement, Joël, lorsque dans son rapport, le FMI décide de revoir à la baisse la prévision de la croissance en Afrique au sud du Sahara à 3,8%, à quoi devons-nous nous attendre les jours à venir? C'est qu'il faut une croissance réduite ou qui va être une tendance baissière et va probablement impliquer des changements de priorité dans les investissements. Et souvent, c'est le secteur social qui en prend des coups. La santé, l'éducation passent au second plan. En général, ils sont loin d'être rentables immédiatement et économiquement. Et le choix est tout fait de différer de tels investissements. C'est un risque, effectivement, pour le bien-être social des populations. Et deuxièmement, on a dit que le taux va baisser forcément au plan économique. Oui, et les performances vont s'en ressentir. Et c'est aussi moins d'investissements productifs de toute façon. Et malgré tout, il ne faut pas être complètement pessimiste. L'Afrique, en termes nets, est toujours une terre de croissance. Enfin, l'Afrique subsaharienne, il y a des perspectives. Si nous savons... Dieu est africain, c'est ça que vous voulez me dire? Non, ce n'est pas qu'il soit africain. Nous pouvons, si nous savons pouvoir attirer les investissements... On peut toujours réussir à tirer les marrons du feu? Absolument. Et nous aurons pendant longtemps, si nous sommes sérieux, une croissance plus enviable que les pays européens qui stagnent à 0%. Et de ce point de vue, nous sommes plus enviables. Mais il faut développer un marketing offensif, se montrer sérieux, digne d'être fréquenté et d'être accompagné par même pas par de l'aide. Allons-y, et trade but not aid. Et allons-y pour le commerce en toute connaissance de cause, en exigeant également que les autres respectent les règles du commerce international, ne fassent pas du dumping, ne modifient pas les règles au gré de leurs intérêts immédiats. Et à nous aussi d'apprendre quand même à nous considérer mutuellement intéressants. Je l'ai dit tout à l'heure, si les échanges intra-africains n'augmentent pas, il n'y aura pas de plus-value si nous ne le transformons pas chez nous. C'est connu, il n'y a pas à réinventer la roue, mais il faut se décider à mettre en œuvre quelques résolutions de bon sens, à lutter contre la corruption, la gabegie. Et nous ferons des économies substantielles pour Alors, on veut bien, on veut bien faire tout ça, mais le FMI qui salue d'un côté la résilience de cette partie du continent africain, mais continue quand même à appeler les bailleurs de fonds à nous soutenir. Donc, on veut comprendre, est-ce que nous sommes des bons élèves? Est-ce que nous sommes moyens? Est-ce que nous sommes médiocres? Non, on est médiocre par endroit, mais nous restons attractifs, on a des atouts. Et prenons-en conscience, négocions en connaissance de cause et faisons-nous respecter. Et oui, il est possible. Et il était même possible déjà du temps des plans d'ajustement structurel d'en modifier l'orientation, les directives. Mais nous avons été trop paresseux et trop dociles dans nombre de situations.
Et quand on l'a voulu dans certains pays, on a pu indiquer aux experts du FMI qu'il y avait des choses à ne pas faire. Et d'ailleurs, le FMI a perdu un peu de sa superbe quand on voit ce qui s'est passé au Sénégal avec ce montant prodigieux de dettes cachées. Ouais. Et alors, où était-il, ce fameux FMI, ce fameux gendarme financier du monde? Donc, lui aussi doit se faire un peu tout petit. Et s'il y a des leaderships comme ceux du Sénégal qui se décident à traquer ça et essayent de donner l'exemple de se montrer un peu plus différent ou meilleur simplement dans l'exigence, je crois que nous pourrons faire bien plus que ce qu'on aurait cru de notre part. Non, de l'Afrique peut surgir le meilleur. Nous ne sommes pas des damnés de la terre, mon Dieu. On a des capacités. L'Afrique est capable de contribuer encore plus utilement au monde et de rendre ses populations fières d'être de ce monde. Nous avons notre part dans l'universalité, nous avons notre part dans la croissance, même si c'est ça le mot d'ordre actuel. Rendre les populations fières, nous le saurons avec ce dernier sujet de cet après-midi. États-Unis, accord commercial avec Pékin, Donald Trump a évoqué une possibilité. Alors, je veux savoir la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump envisage-t-il un rétropédalage? Ah, il y est. Je ne vaute pas mon plaisir d'entendre le même Donald Trump, moins de 3 mois, est-ce qu'il a fait les 100 jours déjà? Bon, tout nouveau, voilà, tout objectif, tout ambitieux. Laisser entendre que non seulement il reste un ami, ou bien il reste en très bon terme avec le leader chinois, du Parti communiste chinois. Et donc on voit que c'est des grands, des gens dont les puissances s'équilibrent, donc qui se donnent des coups et qui se respectent en conséquence, qui savent ou qui comprennent jusqu'où ne pas aller trop loin. Et c'est ça qui lui fait dire que, bon, on ne reviendra pas à la situation, au statu quo ante. Il va se faire entendre. Il continue de bander les muscles en disant que c'est des accords qui vont se faire aux conditions des États-Unis, mais on ne négocie pas comme ça. C'est une arrogance qui peut être mal payée par la roublardise. Mal payée, cher payée également aussi. Par la résilience chinoise. Il me semble que très concrètement, même déjà sur les smartphones, les ordinateurs et autres, le rétropédalage est effectif, que les droits les surtaxes amenées ont été rapportées, même si à d'autres niveaux, c'est toujours resté à 145% à peu près, en tout cas que c'est relativement insoutenable a priori. Ben non, sans réplique de la partie chinoise. Et c'est ça qui est intéressant. Être en mesure de donner le change, de répliquer, mais ça veut dire qu'il faut avoir des armes, il faut avoir des atouts dont on a connaissance. Il faut être organisé en tant que tel. Et chaque fois qu'il en sera comme ça, vous serez respecté. Et on discute qu'avec ceux qu'on respecte. Oui, justement, Joël, vous qui êtes quand même expert en gouvernance, pourquoi Donald Trump décide-t-il soudainement d'adoucir le ton, lui qui au départ était très virulent, était très brusque, il avait tous les adjectifs qui pouvaient, à la limite, dégoûter. Il était peut-être dans une posture électoraliste. C'est bien beau, tout ça, mais le principe de réalité en la matière, c'est le ralentissement du commerce qui est observable de toutes parts. Et ça, même si la pensée pouvait faire mal aux Chinois, il n'a pas manqué de faire mal à des investisseurs américains qui ont mis leur argent en Chine, justement, et occidentaux. Et donc, il s'est tiré, d'une certaine manière, une balle dans le pied. Et il n'y a pas de honte à le reconnaître pour limiter les dégâts. Oui, mais est-ce qu'il est prêt à le faire? On parle de Donald Trump quand même, Ah ben oui, on parle de lui et on l'a déjà entendu dire qu'il était possible de convenir d'un autre arrangement, d'un arrangement tout simplement. L'unilatéralisme ne peut pas faire, ne peut pas prospérer tout le temps. Vous pouvez le faire de temps à autre, mais quand la puissance des autres, l'organisation des autres existe également, vous devez en tenir compte. Et de toute évidence, la Chine a des moyens de nuisance à démontrer et qu'elle pouvait faire mal à l'économie américaine, aux économies occidentales, et tout en restant même simplement en dehors
des débats en dehors de tout. Prenez l'Europe, mais elle reçoit les contre-coups d'un tel ralentissement de l'économie mondiale et d'un surenchérissement du dollar. On a vu M. Trump tenter même de remettre en cause certains sacro-saints et principes de la gestion publique aux États-Unis avec les autorités indépendantes que doivent être la Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale. Et même là, on le voit en train d'atténuer son discours va-t-en-guerre. Et non, c'était insoutenable, cette posture-là, sauf aller donner la tête dans le mur. Et probablement, les différents lobbies, les différents conseillers ont pu se faire entendre. C'est pas rien, vis-à-vis de M. Trump, qui ne s'en laisse pas compter si facilement que ça, qui a un ego surdimensionné. Absolument, je ne vous le fais pas dire. Mais c'est intéressant de voir comment, à ce niveau, on peut se donner des coups. L'Afrique a beaucoup à apprendre de ça. Nous, on gémit, on pleurniche à cause de 10% qu'on nous a imposés. Les autres, c'est 15 fois plus. Et voilà, ils ont la tête, ils relèvent encore plus la tête. Et finalement, sont en train de se faire appeler à une table de négociation. On n'en connaît pas tous les termes. Mais c'est déjà quand même un pas. Bah oui, c'est un pas pour sauver l'économie. Un ralentissement de l'économie mondiale va frapper bon pour tout le personne. monde. C'est pas bon. Donc, à un moment donné, il faut lâcher du lest. Alors, justement, lorsqu'on vous écoute un peu, économistes, analystes géopolitiques, experts en gouvernance et autres, vous êtes tous unanimes que dans cette guerre commerciale déclenchée par les États-Unis, le pays de l'oncle Sam a autant à perdre que la Chine, peut-être même plus que la Chine à perdre dans cette guerre. C'est ça le paradoxe ou l'intérêt de cette situation. Au fond, nous sommes dans un monde absolument interdépendant. Nul ne peut être durablement en vase clos. Et donc, les choses étant comme ça, vous ne pouvez pas porter trop loin vos prétentions sans devoir affronter celles des autres, sans devoir subir les nuisances dont les autres aussi sont capables, aussi différents soient-ils de vous. Et si, s'agissant des matériaux rares, des minerais rares, les pays africains étaient un peu plus sérieux, mieux organisés, peut-être qu'ils se feraient davantage respecter là-dessus. Mais chaque fois que vous n'aurez pas pris la mesure de votre valeur, ou chaque fois que vous ne travaillerez pas suffisamment à améliorer ou à vous donner de la valeur, vous n'aurez jamais le respect des autres. Et le monde est ainsi fait que c'est les rapports de force et il faut s'organiser pour pouvoir les tenir en situation. Il est extraordinaire que la Chine, si rapidement que ça, tranquillement, sans trop gesticuler, ait pu répliquer à ce point et démontrer ses capacités de nuisance. Alors, vous parlez de capacité de nuisance. Les États-Unis ont imposé 145% à la Chine. La Chine, quant à elle, a juste imposé un 125%. Elle a juste, c'est pas rien. Bah oui, c'est pas rien, mais bon. Les pays africains n'ont pas pu imposer. Quand on regarde quand même. Les pays africains n'ont pas pu imposer 5%. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais quand on regarde quand même les 175, les 145% à côté des 125%, alors, pourquoi le secrétaire d'État au Trésor américain parle de gel des échanges? Parce que au-delà de certains taux, l'accès aux biens, aux marchandises devient rédhibitoire. Je prends simplement le cas du pétrole. Quand le prix du baril, jusqu'à un certain niveau, les Américains, par exemple, ont été longuement dans l'insouciance de la consommation. Mais il y a toujours un seuil à partir duquel vous commencez à faire vos comptes. Vous dire, décidément, il faudrait que j'y fasse un peu plus attention. Et on n'a pas le même niveau de sensibilité au choc des prix. Au-delà du choc des prix, il y a les menaces de conflits armés. Pendant longtemps, on n'y est plus tout à fait. Pourtant, ça revient en filigrane. Le monde a toujours été dominé par l'obsession du contrôle des routes commerciales. Et beaucoup passent par les mers, d'où que des anciennes puissances commerciales comme l'Angleterre ont toujours été obsédées par la mer, le contrôle et donc le contrôle du commerce.
et qui, à ce contrôle, peut dicter sa règle au reste du monde. Il n'est pas surprenant que les Américains c'est pas forcément pour les beaux yeux d'Israël qu'il y a eu ces tirs-là sur les Houthis en mer Rouge. C'était une attaque préventive, toujours dans la visée de stabiliser, de maîtriser le commerce international dans l'une de ses composantes essentielles. Et donc, la Chine aurait été puéril de vouloir monter à 150 ou 200. Je vous ai dit, quelle que soit l'augmentation, ça rend finalement rédhibitoire l'accès aux biens. Et la Chine est restée légèrement en deçà pour continuer 125%. Pour rester attractive. Ouais. La Chine était effectivement favorisée. Les Américains ont dénoncé leur tendance à l'exportation. Bon, le niveau de vie en Chine est tel qu'ils ne sont pas encore une grande société de consommation, mais comparé aux 30 dernières années, aux 50 dernières années en tout cas, la Chine a fait un bond prodigieux. Les Chinois consomment quand même une bonne partie. C'est pas peu ce qu'ils consomment de ce qui est produit sur place, mais effectivement, c'est orienté vers l'extérieur. Et c'est pas la volonté de la Chine en l'espèce, c'est la cupidité des Occidentaux eux-mêmes qui ont cru trouver en la Chine un espace, une opportunité pour produire moins cher et pouvoir revenir en Europe. Main-d'œuvre abondante. Et nous y voilà. Voilà. Alors justement, on parle de la Chine. Tous les ordinateurs sont désormais fabriqués de ce côté-là. Chinois. Hein. Alors, Donald Trump a parlé d'un accord équitable, que cet accord serait envisageable, alors que Pékin est en train de contredire Donald Trump au sujet des dites négociations. Comment comprendre? Non, Pékin contredit en disant que ça n'a pas commencé. C'est un plaisir que ne boude pas la Chine que de monter les enchères en filigrane. Et c'est déjà Donald Trump qui parle d'équité dans l'accord, mon Dieu. Et effectivement, bon... C'est quand même gros, hein oui, comme rétropédalage. Quelqu'un qui décide d'aller en guerre et il se rappelle que non, qu'il n'a pas toutes les munitions possibles. Et qui fait... Ouais, donc... Bon, donc, voilà, on apprend à être raisonnable, chemin faisant. Et la Chine n'avait pas moins conscience des avantages commerciaux qu'elle avait. Et probablement s'est-elle préparée au jour où les Américains se souviendraient de ça et exigeraient, en temps normal, par le passé, dans la diplomatie classique, on parlait de la clause de la nation la plus favorisée. Et il y avait des termes, il y avait des moments, des moyens de discuter de ça, de ces rééquilibrages-là. La différence, c'est que M. Trump met tout sur la scène publique brutalement. Et puis, il n'y a pas de couvent avec lui. Il n'y en a pas. Bon, donc, c'est pas plus mal si nous apprenons à voir comment le monde est gouverné en version directe et originale. Mais ça fait trembler quelquefois et ça lance de mauvais signaux au marché. Je n'ai plus les taux en tête, mais au niveau des bourses, quand même, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Donc, gageons que le monde retrouve un minimum d'apaisement. On n'a pas besoin de ce type de tension surfaite et inutile. Parce que les tensions, il y en a suffisamment. Il y en a, elles restent inquiétantes à mes égards. Mais le bon sens pourrait revenir pour un laps de temps. Il n'est jamais trop durable, malheureusement. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce dernier lundi du mois d'avril. Nous sommes allés au Congo démocratique et au Rwanda où nous avons parlé de l'accord de principe signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous l'égide, bien entendu, des États-Unis. Une escale du côté du FMI pour parler de la reprise interrompue pour l'année 2025, parlant de la croissance en Afrique au sud du Sahara. Et nous avons terminé par les États-Unis où, accord commercial avec Pékin, Donald Trump a évoqué une possibilité et j'ai reçu pour vous cet après-midi Joël Ataï-Guédegbe, il est expert en gouvernance, à qui je dis merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir, Tatiana. Voilà, retrouvons-nous le lundi prochain pour décrypter d'autres actualités internationales. Ce sera avec d'autres invités. Au revoir, bye bye. Restez toujours ESAE Télévision, la voix de l'excellence.